Bonjour chers internautes, bienvenue sur les ailes du pouvoir magazine. D'abord, merci pour votre confiance renouvelée à cette plateforme qui donne la parole aux femmes de poigne et aux femmes de pouvoir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme qui a su se frayer un chemin dans le milieu politique au Cameroun. Vous le savez, chers internautes, la politique au Cameroun reste encore la chasse gardée des hommes. Elle, c'est Madame Ngatiu. Bonjour Madame Ngatiu. Bonjour. Comment vous allez? Assez bien. Merci d'avoir accepté cette invitation des ailes du pouvoir magazine. Vous êtes une femme politique. Je ne vais pas en dire plus. Qui est Madame Esther Ngatiu? Je suis déjà assureur. Disons, dès le départ, j'ai fréquenté jusqu'à une licence. Et j'ai travaillé à NC Assurance et j'ai pris ma retraite en décembre. Actuellement, avec ma vie professionnelle, je faisais la politique. Et la politique, je le fais depuis belle durée, depuis 90. Et c'est ça, je suis mère d'un fils. Mon fils a 34 ans. Avant d'entamer véritablement, d'entrer de plein pied dans cette émission et dans le parcours politique de Madame Ngatiu, nous allons nous incliner devant la mémoire de l'illustre Ni John Fundi, figure de l'opposition au Cameroun. Alors Madame Ngatiu, dites-nous, la disparition du Sherman a été un coup dur pour le Cameroun, plus encore pour l'opposition et particulièrement pour le SDF, qui est votre famille politique. Comment vous avez vécu cette disparition? C'était très difficile parce que nous étions loin de croire que le chairman allait partir en ce moment où on avait le plus besoin de lui. Bon, avec la force de Dieu, les prières, on arrive quand même à préparer ses obsèques, à faire à ce que tout se passe dans de bonnes conditions. Mais c'était très dur. Et c'est très dur parce que pour lui, il était comme un père. Il était notre père, il était notre charismatique leader. Il était tout ce qu'on pouvait copier. Il nous montrait une ligne et c'est grâce à lui qu'on a percé en politique, sa façon de faire, son dynamisme, son amour, tout. Donc nous lui devons beaucoup et c'est très difficile de le voir partir en ce moment. C'est peut-être dit, on vous voit empreint d'émotion, c'est sûrement cette émotion qui habite le parti depuis sa disparition. Alors c'est plutôt de vous demander cela, comment se porte le SDF? Le SDF, comme tout parti, comme toute famille, se porte bien. Le SDF va bien. Nous continuons à travailler sur le terrain. Nous continuons à faire ce qu'il faut pour que le SDF redevienne le SDF d'antan. Parce que je ne peux pas vous cacher que la dernière élection, ça n'a pas été très bien pour nous. Ben, actuellement, nous sommes en train de travailler sur le terrain. Nous faisons tout ce qu'il faut. Surtout nous, les femmes, nous travaillons beaucoup pour reprendre nos enfants qui se sont égarés, qui sont allés dans d'autres parties. On essaie de les faire revenir et beaucoup sont en train de revenir. Alors, avant d'entrer pleinement sur ce travail qu'a le SDF, je vais revenir sur cette disparition du Sherman. Vous l'avez présenté, une source d'inspiration pour vous. Vous faites partie de sa famille politique. Quelle est l'image qu'il aurait aimé que les Camerounais gardent de lui? Le Sherman a beaucoup fait pour le Cameroun. Il a beaucoup fait pour la démocratie camerounaise. Mais il a été incompris par les Camerounais. Et ce n'est pas la faute peut-être des Camerounais, c'est la faute de ce qu'on a fait croire aux Camerounais qu'il était. C'est quelqu'un, vraiment, je n'avais jamais vu quelqu'un
qui était capable de refuser n'importe quoi pour faire rehausser son parti, c'est son idéologie, pour que le Cameroun change. Alors, ce que lui, il aimerait, c'est que même après sa mort, qu'on puisse montrer aux Camerounais que nous ne sommes pas là pour peut-être partiser avec le pouvoir pour nos intérêts personnels, mais pour l'intérêt du peuple camerounais. C'est pour ça que notre devise, pouvoir au peuple. Nous voulons bien que le peuple sache que le SDF est là pour les défendre. C'est justement, Froudi aurait pu changer ce Cameroun, mais on a trouvé un moyen de le salir aux yeux du peuple. Ils ont peut-être réussi en ce temps-là, mais nous devons montrer au peuple, par nos actes, par nos actions, que nous luttons pour le changement de ce pays. Vous avez certainement des anecdotes avec lui. Oui, en tant que cadre du passé, c'est quelqu'un, on était souvent proches. Quand j'allais en mission politique, je me rappelle, après l'état d'urgence à Bamenda, je suis allée à Bamenda en mission politique, j'ai fait 1 mois là-bas au palais, chez Parincon. Donc, c'est pourquoi j'ai dit c'était un père aimable. C'était un père, il savait taper, mais il savait aussi cajoler. Oui, et c'est comme tout père. Hein. Le bâton et la carotte. Voilà. Et moi, je vous dis, le Cameroun a besoin de quelqu'un comme ça pour se remettre sur les rails. C'est seulement parce que les gens n'ont pas compris. Le Cameroun a besoin pour faire marcher le Cameroun, il faut les bâtons. Il faut quelqu'un de charismatique. Parce que le Camerounais, tant qu'il n'y a pas le bâton, il ne change pas. Ils ont des habitudes. Pour faire partie de cette mentalité que nous avons, il faut vraiment un homme dur. Et moi, j'avais la conviction que le chairman allait nous amener à changer. Mais, je peux dire, le pouvoir en place, avec le concours des journalistes, ont réussi à le salir devant le peuple camerounais. Mais pourquoi est-ce que vous le dites? Pourquoi vous jetez la lanterne particulièrement sur les journalistes? Je me sens interpellée parce que chez nous, les faits aussi sont sacrés. Je le dis parce que quand il y a peut-être une action, les journalistes ne se rapprochent pas auprès des intéressés pour demander pourquoi ceci s'est passé, pourquoi il y a eu telle action. Eux, ils recalquent tout ce que les gens disent. Vous voyez, par exemple, je peux prendre l'exemple. Quand le président de la République est arrivé au congrès à Bamenda, je vais vous dire qu'avant ce congrès, il y avait des mémorandums que nous faisions. Le SDF faisait et on donnait ces mémorandums au gouverneur pour transmettre au président de la République. Mais jamais de suite. Vous voyez? Mais là, ce n'est pas de la faute des journalistes. Les journalistes n'ont pas joué une partie. Laissez-moi finir. Alors, il n'y avait pas de suite. Quand le président de la République est arrivé à Bamenda au Congrès, le board de direction a dit, bon, comme lui-même est là, c'est mieux de demander l'audience et aller remettre le mémorandum en main propre. Au moins là, on saura que même s'il ne répond pas, il l'a quand même reçu. Dès qu'ils ont eu l'audience, on a filmé, on a dit, oh,
Chairman et Fundi, ce sont des amis. On a plaqué, les journaux ont plaqué les... Mais c'était devenu... Mais c'est pourquoi le peuple a dit, ah, donc nous on meurt comme ça, alors que ces gens-là sont des amis. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise interprétation à un moment. Mais après, je suis sûre que ce soit le chairman ou d'autres cadres du parti, ils avaient l'opportunité d'expliquer clairement au public ce qui s'était passé. On expliquait, mais les gens ne voulaient pas, ils disent qu'ils ont vu. Mais là, la faute ne revient pas là, c'est l'opinion publique qui a le droit d'interpréter et de commenter. Le journaliste, vous savez que quand vous parlez, nous on a faux, hein. Quand on sait que le journaliste a fait ses enquêtes, il a fait tout ce qu'il fallait, et maintenant il nous donne le résultat final. Bon, mais quand le journaliste lui-même dit que le chairman est corrompu, il se voit avec le président de la République, ils boivent ensemble et tout ça. Vous voyez que ça ne rend pas service. On se rapproche toujours des sources et des bonnes sources. Non. Et en ce moment-là, je vais te dire, il n'y avait pas de rapprochement. Bon, peut-être que maintenant, vous le faites, mais en ce moment-là, et ça a fait perdre le Cameroun parce que Chairman aurait pu changer ce Cameroun. Donc vous pensez que c'est juste cette image qui a contribué au déclin de l'image de Chairman auprès du peuple camerounais? Puisque les gens disent que nous, on a vu le montage de photos là, on a vu. Et il n'y a plus à discuter. On a vu. Et les journalistes ont confirmé. Vous voulez nous dire quoi? Vous êtes décidément engagé avec les journalistes qui... je ne vais pas prendre fait cause, vous êtes responsable de ce que vous dites, d'autant plus que ce sont des pages de l'histoire qui vous ont certainement beaucoup marqué. Et aujourd'hui, vous dénoncez. Mais j'aimerais qu'on continue un peu dans l'évolution du parti et la disparition du chairman. On sait que votre parti est régulièrement frappé par des dissensions internes. Est-ce que la disparition du chairman ne va pas exacerber ces tensions? On a vu récemment la hiérarchie a expulsé ce cadre du SDF. Ah, ils se sont auto-exclus. Hein. C'est le statut qui dit. Bon, et maintenant, quand tu es exclu, tu as la possibilité de venir au Congrès, demander pardon ou bien t'expliquer. Vous voyez? Donc, tout n'est pas joué. Ils sont exclus, bien sûr, mais ils ont encore le droit à la parole. Et non seulement ça, mais dans toute famille, il y a des problèmes, non? Et ces problèmes, il y a des enfants. Et on finit toujours par arranger les problèmes. Si un enfant ne veut pas que ses problèmes soient arrangés, il se met à côté. Et les autres continuent le bateau, le voyage. C'est pas ça. Ça veut dire que la porte est toujours ouverte s'ils veulent revenir selon les règles de l'art et les tests du parti. C'est les tests du parti qui disent. Bon, maintenant, quitte à eux, certains ont manifesté déjà l'envie de revenir. Bon, nous sommes là et nous sommes ouverts. Le Congrès dira ce qui va se passer, mais ce qu'il y a, ce que je vais vous dire. Hein, depuis qu'on est au SDF, depuis 1990 que j'ai intégré le bateau, quand quelqu'un part, il part seul. Et la majorité des gens qui sont partis sont revenus. Donc, et quand tu pars, tu pars. Ça ne change rien sur le fonctionnement du SDF. Parce que si tu es fatigué, tu vas en retraite. Le travail continue, même dans une société. Il n'y a pas d'incidence majeure. Quand tu travailles, nul n'est indispensable. Quand tu travailles, quand ça ne va pas, mets-toi du côté. Les autres vont continuer. Jusqu'au jour où on va arriver à destination. Alors, à votre avis, vous qui êtes dans le parti depuis de longues décennies, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on va y revenir, comment le parti peut faire pour surmonter le décès du chairman? C'est vrai que c'est récent, mais il faut déjà se projeter. Oui, avec le Congrès. Avec le Congrès, on va élire notre chairman.
Il y a beaucoup de gens qui ont été proches du chairman, qui ont appris du chairman, hein, et qui vont faire une continuité. Ça sera une continuité. Chairman est parti, nous devons lui faire honneur en travaillant, en faisant à ce que le parti ne meure pas. Voilà notre devoir. Et le parti ne mourra pas. Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Des ailes du pouvoir, a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly? Alors, vous avez parlé du congrès, il est prévu pour octobre prochain, et vous avez également parlé de la succession du chairman qui sera forcément au menu. Alors, dites-nous, est-ce qu'on pourrait avoir une femme parmi les candidatures? Oh, c'est pas interdit. Si une femme se sent capable, elle va poser sa candidature au congrès pour être à la tête du SDF, pour briguer un mandat dans le SDF. C'est les élections. Tu fais ta bonne campagne, tu vas passer. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois enfant, jeune, disons, tu vas passer. Donc, il faut que les femmes qui sont dans le parti, les femmes qui sont prêtes, les femmes, parce que il y a des femmes qui peuvent vouloir, mais il faut être capable. Donc, s'il y a une femme qui est capable, qui sait qu'elle peut diriger, il y en a. Moi, je connais. Donc, elle va poser sa candidature. Elle peut poser sa candidature. Et on va tout faire pour que la femme, nous les femmes, nous allons tout faire pour que la femme gagne. Pour que nous aussi, nous soyons au top. Vous comprenez, non? Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quand même, les frais de candidature sont passés de 50 000 à 7 millions. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Pourquoi pas? Il y a des gens qui peuvent le faire. Pas tout le monde, bien sûr. Mais je crois que les gens qui peuvent poser des candidatures, ils peuvent. J'ai vu à peu près les gens qui gesticulent, les gens qui, dans les coulisses, disent qu'ils veulent être candidats. Moi, je crois que tous peuvent payer. Tous peuvent payer. Et puis, pour être président d'un parti, il faut quand même être capable, parce que quand tu es président, même d'une cellule, il faut que tu aies les moyens. Parce que les militants viennent, chacun vient poser ses problèmes. Vous comprenez? Non, nous on vit ça au jour le jour. Chacun a son problème. Parfois le matin, je me lève, je trouve une rangée de personnes. Celui-ci, mon enfant est malade, celui-là, vraiment, je n'ai pas mangé depuis. D'autres, l'enfant ne va pas à l'école. Est-ce que tu vas alors rester là, tu es présidente? Il faut pouvoir satisfaire. Même si tu ne donnes pas la totalité, tu peux donner un peu. Donc ça veut dire que pour accepter d'avoir un poste de responsabilité, il faut avoir des moyens. Des moyens financiers, ça il faut le préciser. Oui. Financiers même d'abord. Parce qu'on ne va pas te lire pour tes beaux yeux. Hein. Par exemple, je vais prendre un exemple. Chez moi, à New Dedo, parce que je suis responsable du secteur New Dedo. Mais, chez moi, on ne va pas, je ne vais pas dire que quand on va venir me voir, je ne vais pas dire que tu viens, je dis non, je ferme la porte. Fermez-moi la porte, je ne la reçois pas. Et le moment venu, tu vas leur dire quoi? Ils vont aussi te fermer la porte. Vous comprenez? Il faut pouvoir satisfaire ta population. Moi, souvent je prends l'argent, les miettes qu'on me donne au conseil. Avant le conseil, je connais déjà quelle maman a soulevé son problème. Ici, là, je donne 30 000 fonds de commerce parce qu'elle dit que le commerce est tombé. Tu donnes ici, tu donnes un peu là-bas, tu donnes un peu. Et c'est ça qui fait ta popularité. Et c'est ça qui fait que les gens t'apprécient.
Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que vous faites la politique. Et donc, il faut être proche des populations dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Je vois certains politiciens, tu viens chez eux, ils ne te reçoivent même pas. C'est pas des politiciens. C'est des apprentis politiciens. Parce que tu ne peux pas être politique. Quand tu es politicien, ça veut dire que le peuple, tu es à la portée du peuple. Le peuple peut cogner chez toi, même à minuit, il faut ouvrir la porte. Il faut les recevoir, il faut écouter leurs problèmes. Même si tu ne peux pas résoudre maintenant, promets au moins que tu vas résoudre dans les jours qui suivent. Vous comprenez, non? C'est ça la politique. Alors, vous avez fait du chemin, vous avez parlé de 1990. Dites-nous, quel a été le déclic pour adhérer au SDF? Je vais vous dire, j'ai fini mes études en 86 et j'étais dans le chômage. Je faisais rien, j'ai cherché du travail, j'ai même fait la prospection, j'ai fait tout ce que j'ai vendu l'huile de palme, j'ai tout fait. Dans la vie, j'étais même avec mes diplômes, j'ai travaillé dans une pharmacie, on me payait 30 000. Vous comprenez? Donc, j'ai tout fait. Mais quand le vent du SDF est venu, vraiment les gens, il faut le changement. Mais j'ai dit que c'est ce que moi j'attends. Si je peux donner, mettre ma part de contribution pour qu'il y ait le changement, je le fais. C'est là où je me suis lancée en politique. Je n'avais jamais fait politique avant le SDF. Mais le RDPC, même comme on disait que tout le monde était dedans, dans l'UNC, tout ça, je n'avais jamais même pris une seule carte. Moi, la politique, je ne m'occupais pas, je m'occupais de mes études. Mais quand le vent du SDF est venu, j'ai eu la chance qu'il y avait des réunions avant même l'ouverture, la création du parti. Ils faisaient des réunions derrière l'hôtel du Vaury, là, chez un de nos leaders, dont je tais le nom. Et tout le temps, comme ils étaient face à nous, tout le temps j'allais là-bas, j'écoutais, je posais des questions. Après, quand ils ont lancé le parti, j'ai dit que non, j'ai continué. Et c'est nous qui venions ici maintenant faire le porte-à-porte comme des témoins de Jéhovah pour parler du parti. Et nous l'avons fait. Et nous avons travaillé. Et le parti est debout. Comment s'est fait votre évolution en tant que femme? Certainement, à cette époque, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de femmes autour de vous. Comment est-ce que vous avez évolué, gravi les échelons dans le parti? J'ai d'abord commencé comme militante. Après, je me suis dit que il faut aussi qu'il y ait une femme, parce que c'était les hommes qui étaient les présidents de cellules, J'ai dit, mais moi aussi, il faut que je fasse tout pour avoir une cellule. C'est là où j'ai créé la première cellule femme de Douala-Premier. La cellule, j'étais présidente de cellule au Grand Moulin derrière touristique. Donc j'ai commencé la cellule, j'ai rassemblé les gens, on est venu m'installer et c'était parti. C'est là où j'ai commencé. Et après ça, je suis entrée au bureau provincial. J'étais secrétaire aux affaires financières adjoint. Et c'est comme ça que... Les populations aujourd'hui ont porté leur confiance en vous. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes assez proche des populations. Alors, quels sont les problèmes des populations de Nouadhibou? Bon, je suis conseiller municipal de Nouadhibou. Et la population est pauvre. La population, déjà, nous avons eu quand même l'avantage que finalement,
On nous a mis les pavés à nous des dos. Je sais que, parce que ça a été dur, ça a été difficile, parce qu'on nous appelait la zone de l'opposition. Donc, on ne voulait rien faire pour nous des dos. Donc, vous pouvez comprendre que c'était dur là-bas. Les gens sont démunis. Les enfants ne vont pas à l'école. Les parents sont là. Ils n'ont pas de travail. Les mamans sortent le matin, elles vont au marché, elles se débrouillent pour nourrir leur famille. Voilà ce que nous vivons en nous deux. Heureusement que les femmes sont là pour prendre la relève. Parce qu'auparavant, c'est les hommes qui nourrissaient la femme et les enfants. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Hein. C'est les femmes qui sortent tôt le matin à 5 heures, elles achètent les tomates à Sadara, elles vont au marché nous des dos, elles détaillent et elles préparent pour leurs enfants, elles envoient leurs enfants à l'école. C'est vraiment difficile. En tant qu'élu, est-ce que vous nous avez parlé tout à l'heure que vous êtes assez proche de ces populations, vous êtes à leur chevet autant que possible, vous avez une oreille très très attentive à leur écoute, à leurs problèmes. Est-ce que vous avez un réel programme pour ces populations? Un réel programme de développement et surtout de la femme qui est aujourd'hui, vous l'avez dit, elle au pilier de la famille, c'est elle qui est aujourd'hui au four et au moulin pour amener à manger à la maison. Est-ce que vous avez des programmes pour booster ou des projets pour booster leurs activités génératrices de revenus? Disons que tout ce que nous pouvons faire à ces femmes, c'est qu'on les donne des formations. On apprend souvent aux femmes à faire du savon, à faire de l'huile, un peu de tout, pour qu'elles puissent vendre et nourrir leurs enfants. Et puis on leur donne des secours. Par exemple, une qui dit que bon, elle ne fait que le commerce, de temps en temps on leur donne ceci. Et pour les enfants, on a l'honorable Joshua aussi a mis le paquet pour qu'on refasse l'école pour nous des dos parce qu'il pleuvait à l'école, les enfants, toutes les familles avaient fui l'école publique New des dos. Hein. On n'inscrivait plus les enfants là-bas. Tu entrais dans une salle de classe, tu trouvais peut-être 10 enfants, et ainsi de suite. Et alors qu'auparavant, tu trouvais des trentaines d'enfants, parfois 50. Donc, autant qu'on peut, on essaie d'améliorer, de faire ce qu'on peut faire. On a fait les terrains de jeu, tout ça, pour les vacances, même pendant les classes. Parce que les enfants, quand on apprend, on joue aussi. Hein. On ne peut faire que l'école. Quand tu fais l'école, de temps en temps, il faut se distraire. Il faut des espaces récréatifs. Voilà. Vous êtes une militante de la première heure dans le SDF. Est-ce que vous pensez que le combat politique de la femme est le même que celui de l'homme? Non. Pas du tout. Vous savez, les hommes, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Les hommes ne sont... La femme, elle est sensible. Elle voit, c'est-à-dire une femme ne peut pas voir quelqu'un qui souffre comme ça et fermer les yeux. Mais l'homme, lui, court seulement pour ses intérêts. Vous voyez, c'est la différence. D'abord, on va revenir sur la place de la femme dans le SDF. Quelle est la place de la femme dans ce parti? C'est difficile hein, parce que au départ, c'est les hommes qui occupaient tous les postes. Mais à un moment donné, les femmes se sont réveillées parce que les femmes dormaient à un moment. Hein, au début du parti, là, les femmes dormaient. Quelques rares femmes arrivaient à avoir des postes. Mais maintenant, hein, chaque femme se réveille. Les femmes sont devenues actives. Hein. Que ce soit à la base, que ce soit en haut. Vous voyez, nous avons un secrétaire général femme. Donc, c'est pour dire que les femmes veulent se démarquer et on va se démarquer de plus en plus.
Alors, comment est-ce qu'on peut booster les femmes pour qu'on ait plus de représentativité en politique? Parce qu'à un moment, quand même, on a le sentiment que les femmes vont en politique pas toujours avec les mêmes armes que les hommes. À un moment, on peut être un peu attentiste, c'est-à-dire que les hommes nous déroulent de tapis rouge. Or, c'est un combat politique. Est-ce que les femmes, comment est-ce qu'on peut booster les femmes à être véritablement au coude à coude avec les hommes? Parce que nous avons du potentiel. On a du potentiel, mais il y a un problème, c'est que les femmes sont démunies. Beaucoup de femmes, elles n'ont pas de moyens, je vous dis, de leur politique. Elles n'ont pas de moyens. Et même quand tu combats avec les hommes, il faut que pour te faire, vous savez, le Cameroun a sa mentalité. Pour qu'on te respecte quelque part, il faut qu'on sente que tu en as. Vous comprenez? Donc c'est un peu difficile, mais ce que nous devons faire, c'est que on doit faire des formations aux femmes, on doit amener les femmes à grandir, à réussir, même financièrement, vous voyez. On peut leur montrer, ceux qui ont du travail, ceux qui ont des sociétés, ils peuvent utiliser ces femmes-là, disons, les recruter pour qu'elles aient quand même quelque chose. Parce que si les femmes ont les moyens, les hommes ne verront rien derrière. Le pouvoir financier, c'est un frein à l'épanouissement de la femme sur le terrain politique. C'est un frein parce que vraiment la femme, quand elle sent même qu'elle n'a rien, vous voyez, elle a même honte de parler fort. Parce que quand on va dire, les hommes là vont dire, celle-là, elle va apporter quoi ici? Vous comprenez, non? Par exemple, il y a un arrondissement que je vais taire le nom. Là-bas, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas même être candidat. Alors, dans cet arrondissement, j'ai une femme là-bas qui est un peu démunie. Donc, quand on dit aujourd'hui là, chacun doit cotiser 20 000 pour telle action, elle n'a pas. Vous voyez? Finalement, elle vient me dire que ma soeur, je fais comment? Je vais sortir de ce groupe. Parce que là-bas, là, ça demande beaucoup. Moi, je prends où? Et chaque fois, eux, ils disent qu'on ne peut pas faire la politique sans avoir l'argent. Il y a ce problème, le frein d'argent. C'est-à-dire les gens, les femmes, c'est ce qui freine les femmes. Sinon, les femmes ont les idées. Les femmes peuvent soulever des montagnes. Mais le problème, c'est ces moyens financiers qui manquent. Une façon de dire que les femmes doivent davantage lutter pour leur autonomisation, surtout financière. Oui. Alors, Madame Gatchou, comment est-ce que vous pensez, vous, en tant que femme, vous avez parlé du SDF tout à l'heure, continuer le programme politique du Sherman et surtout redorer le blason de ce parti qui est pratiquement en perte de vitesse? C'est pas le travail. C'est pas le travail sur le terrain. Et renverser les situations. Par exemple, je vais vous dire, quand il y a eu les élections municipales la fois dernière, pour nous les deux, vous saviez que c'était MLC, n'est-ce pas? Mais beaucoup ont dit que nous, on ne va voter notre maman. Vous comprenez? J'ai gagné les élections à l'école publique des deux petits mondes. Nous, on a gagné là-bas dans presque tous les bureaux. Il n'y a qu'un bureau à l'école publique des deux où on a eu moins que le RDPC. Mais tous les bureaux, on avait gagné. Alors que le MSC avait dit aux gens de ne pas, à leurs militants de ne pas aller voter. Si bien que j'ai même vu une présidente un responsable du MSC qui était en route pour regarder si leurs gens vont sortir. Mais ça n'a pas empêché que les gens sont venus. Ils sont venus. Ils ont dit que non, on ne peut pas laisser notre maman. Vous représentez tout un parcours féminin dans le SDF. Vous avez certainement des ambitions. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Les ambitions. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Je ne sais plus quand mon père vivait encore. Il y a une année,
on cherchait les candidats pour être des conseillers municipaux. J'étais encore très jeune en politique. Mais comme j'étais active, on m'a dit, il faut que tu sois candidate. J'ai dit, je ne peux pas laisser mon père pour être candidate. Vous comprenez? Conseiller, c'est des gens qui ont une certaine expérience. Moi, je veux bien être conseiller, mais ce n'est pas ma place pour le moment. Actuellement, ce que je veux, c'est travailler pour que ces papas-là, qui ont l'expérience, qu'ils entrent dans le conseil pour mieux nous conseiller, pour nous donner des idées, comment on peut faire, comment est-ce qu'on peut attracter la population et tout ça. Eux, ils sont mieux rodés que nous. Aguerris, ils ont plus d'expérience, qu'ils peuvent venir partager, partager avec vous. Donc, c'est ça. Moi, pour le moment, les élections de 2025, je réfléchis encore. Vous n'allez pas être candidat, vous voyez pas comment est-ce que vous voyez votre parti pendant cette élection? Comment vous vous projetez, même dans... Non, ça va aller. Vous savez qu'une année, là, on avait perdu toutes les mairies, mais après, on a récupéré certains. Donc, le travail politique, c'est ça. Si nous travaillons bien, on va braver. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vais vous dire merci, Madame Gathiou, mais avant, vous avez certainement un mot de fin pour les femmes et aussi certainement pour les populations qui vous ont élus et qui ont placé leur confiance en vous. Oui, ce que je vais dire aux femmes, c'est que les femmes doivent vraiment se mettre en politique. Parce que les femmes, c'est des gens qui connaissent, qui sont sensibles. C'est des gens qui peuvent éduquer. Parce que même dans ce pays, on a un problème de mentalité. Mais si les femmes se mettent devant, les mentalités vont changer. Nous demandons aux femmes, même celles qui sont démunies financièrement, qu'elles se lancent parce qu'elles ont des potentialités. Elles peuvent ne pas avoir l'argent, mais avoir des idées. Donc, nous demandons à toutes les femmes de s'unir à nous, qu'on puisse changer le Cameroun. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Madame Gathiou. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale STF. Vous avez un long parcours dans ce parti. Vous êtes une militante de la première heure dans le STF. Chers internautes, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et puis activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les ailes du pouvoir magazine. C'est votre plateforme, la plateforme qui donne la parole aux femmes de Poigne. C'est une plateforme inspirante parce qu'à chaque édition, nous faisons l'effort d'aller à la rencontre de ces femmes qui ont un parcours. Et aujourd'hui, c'était Madame Gathiou, militante dans le STF depuis 1990. On a eu le plaisir d'échanger avec elle. À très bientôt, chers internautes, sur cette plateforme. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou